Michael. J'arrive, 30 secondes. Eh bien, c'est parti. C'est parti. On se retrouve pour cette nouvelle édition de cette conversation de salon. Et alors, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui invitée chez Michael Nogal. Michael, bonjour. Bonsoir Ariane. Michael, député LREM de Haute-Garonne. Oui, bienvenue à tous. Je vois que nous sommes en live. Là, vous commencez à arriver. Donc, Michael, député de Haute-Garonne, de la, je ne sais plus combien Quatrième circonscription. Voilà, et avec un emploi du temps très chargé en ce moment, tu vas nous raconter un petit peu, parce que tu es monsieur confinement à l'Assemblée. Et on te connaît dans le monde de l'immobilier parce que tu portais la loi sur l'optimisation des rapports locatifs, qui va prendre un petit peu, voilà, l'agenda va être bousculé. Tu vas nous dire pourquoi. Alors, c'est quoi ton actualité, Michael, aujourd'hui? Comment tu t'organises? Écoute, comme tu l'as dit, oui, je suis devenu en tout cas monsieur confinement au sein de la majorité à l'Assemblée, notamment sur le volet économie et entreprise, puisqu'en fait, comme pour tous les Français, le Covid et cette épidémie, ça a été un bouleversement aussi pour le Parlement, puisqu'on ne peut plus se réunir dans les mêmes conditions qu'avant. Et donc, on a mis en place une nouvelle organisation. Et donc, au sein de la majorité, au sein de la République En Marche, je pilote la gestion de crise sur les sujets relatifs à l'économie et aux entreprises. Et donc, mon quotidien, mon rôle, c'est de faire le lien entre le gouvernement, les parlementaires et puis les acteurs économiques sur le terrain. Donc, j'échange évidemment beaucoup avec les acteurs de l'immobilier et du logement, puisque c'est un des dossiers sur lesquels je travaillais depuis mon élection, en réalité, depuis bientôt 3 ans. Mais j'ai aussi des liens avec tous les secteurs de l'économie. Là, j'étais en lien avec les fleuristes qui, par exemple, pourront demain, devant leur boutique, vendre du muguet. D'ailleurs, je vous incite, si vous avez la possibilité d'aller voir les fleuristes demain, aller acheter du muguet, c'est important pour le commerce. Et puis, c'est important pour faire en sorte que la vie se poursuive le plus normalement possible, même si la preuve en est ce soir par cette interview à domicile. On est évidemment tous confinés et tous en télétravail. Enfin, en tout cas, pour ma part, moi, je suis en télétravail. Et c'est vrai que les fleurs, ça manque, ça fait partie des petits détails qui ont beaucoup manqué ces derniers jours. Et c'est une bonne nouvelle que les fleuristes puissent vendre du muguet demain. Alors toi, tu es confiné où concrètement? À côté de l'Assemblée? Alors non, moi, je suis élu à Toulouse, je suis député de Toulouse. Mais de manière générale, sur un fonctionnement normal, je vis la moitié de la semaine à Toulouse et la moitié de la semaine à Paris. Et donc, je suis locataire, je suis propriétaire de mon appartement à Toulouse et locataire à Paris. Et là, pour le confinement, en fait, le début du confinement a commencé quand j'étais à Paris. Et avec les responsabilités que j'ai aujourd'hui au sein de la majorité, j'ai préféré rester à Paris plutôt que de faire des allers-retours. Donc, pour le moment, je suis à Paris et je rentrerai à Toulouse. Ça me tarde, je t'avoue, parce que j'y ai toute ma famille aussi, dès la fin du confinement. Mais voilà, j'essaie d'éviter moi aussi de faire trop de déplacements. Alors, c'est quoi la journée type de Michael Nogal en confinement? Alors, Ton la journée type, comment ça se passe le matin? alors comment ça se passe? Je me réveille entre 6h30 et 7h. J'écoute la radio. La première chose que je fais, c'est de démarrer les applis radio. Alors, j'alterne entre France Inter, RTL. C'est, on va dire, les deux radios que j'écoute beaucoup le matin. France Info aussi. Enfin, voilà, ça dépend. Mais la journée commence comme ça. Je recheck mon agenda qui évolue beaucoup. Et en fait, mon équipe s'occupe de gérer mon agenda et le met à jour très régulièrement. Donc, je regarde tout ce que j'ai à faire pendant la journée pour être sûr que j'ai rien oublié. Et puis après, voilà, petit déjeuner devant les infos. Et puis on commence les rendez-vous et les visios à partir de 8h30, 9h en général. Ça commence. Voilà. Et puis toute la journée d'école, des visios, Et avec à les ton ministres, avec les fédérations professionnelles, avec des chefs d'entreprise, avec des citoyens de ma circonscription, mais aussi d'ailleurs. Et puis voilà, et dès que je peux, je participe à des lives. J'en ai fait certains avec
tu as pu le voir avec l'AFNAIM notamment, avec les acteurs Oui. du logement. Donc, dès que je peux, je me prête à ce jeu-là aussi pour échanger en direct et à bâton rompu avec tout le monde. Ta marque de fabrique, c'est d'être très accessible. Surtout bon, en ce moment, l'agenda est archi chargé, mais c'est toujours un plaisir de pouvoir échanger régulièrement avec toi. Comment ça s'est passé quand toi, tu as appris le confinement? J'ai été surpris comme tout le monde. Je crois que personne ne s'attendait. On a entendu parler du coronavirus à partir du mois de décembre, janvier. Fin janvier, personne n'imaginait que 2 mois plus tard, on allait tous être confinés. Donc, j'allais dire, comme l'ensemble des Français, en fait, on s'adapte depuis le début. Ça va bientôt faire 2 mois qu'on est confinés. Et donc, j'ai appris, comme tout le monde, à utiliser certaines applis pour des visios que je ne connaissais pas. Donc, je dois en avoir 10 différentes sur mon téléphone et sur mon ordinateur. Alors, la meilleure, la plus efficace selon toi, c'est laquelle? Alors, je devrais pas dire ça. Je devrais pas dire ça parce que c'est pas français. Mais aujourd'hui, on est sur Zoom. Et Oui, Zoom est j'allais dire, peut-être l'application la plus ergonomique. Mais ça pose des questions. de Ça pose des sécurité. questions de souveraineté et de sécurité que je ne peux pas mettre de côté. Donc, on travaille aussi côté français pour avoir des outils qui permettent, comme Zoom, en fait, pourquoi je dis Zoom? Parce que j'ai notamment participé à des conférences avec 2000 personnes. Et ça, aujourd'hui, les applications françaises ne peuvent pas forcément offrir cette possibilité. Donc, faire des visios à une dizaine de personnes, ça reste accessible sur toutes les applications, mais quand on veut faire des choses de plus grande ampleur, c'est un peu plus difficile. Voilà. Bon, donc on a fait le bon choix. C'est déjà, c'est déjà quelque chose. Donc tu bouges beaucoup, tu circules beaucoup ou tu restes vissé à ta table de travail avec tes applis de visio et autres et ton téléphone? Écoute, j'essaie de minimiser au maximum mes déplacements. Je fais des courses en général 2 fois par semaine. 2 fois par semaine parce que je fais des petites courses. Pour ceux qui vivent à Paris, on va au Franprix en bas de chez soi et donc je fais plutôt des petites courses. Et ça m'arrive d'aller courir aussi 1 à 2 fois par semaine pour aller m'aérer, pour aller me détendre un peu. Toujours après 19 heures parce qu'à Paris, on n'a pas le droit d'aller courir avant 19 heures. Donc voilà, donc je suis les mêmes consignes que tout le monde et puis voilà, en espérant que tout le monde respecte bien le confinement pour qu'on puisse le 11 mai pouvoir sortir et retrouver un semblant de vie qu'on avait avant le confinement. Oui, tu dis semblant parce que de toute façon, ça va pas être même quand on sera déconfiné, les choses vont rester encore un petit peu, voilà, on va être encore contraint. Euh, Ah, mais je pense qu'il va falloir, pour- à partir du moment où on n'a pas de vaccin, où on n'a pas de traitement, dans les prochains mois, on va devoir vivre avec ce virus qui circule, ce virus qui est invisible d'ailleurs, et qui, j'allais dire, est un danger pour toute la population. Donc on se protège et puis on adapte son quotidien. Et il faudra le faire évidemment dans les prochains mois qui suivront le déconfinement. Quel est le livre que tu lis, ton auteur de confinement? Est-ce que tu as le temps de lire, Michael? Alors, j'ai très peu le temps de lire, je t'avoue. J'ai très peu le temps de lire. Dès que j'ai un peu de temps, donc soit je t'ai dit, je vais courir 1 à 2 fois par semaine, soit je regarde des séries. Et une de mes séries préférées, la dernière série que j'ai vue, c'est La Casa de Papel. Oui. Alors, en fait, moi, je suis franco-espagnol, donc La Casa de Papel étant une série espagnole, j'aime d'autant plus. Voilà, donc c'est une bonne série que je recommande à tout le monde. La saison 4 vient de sortir. Donc voilà, c'est l'occasion de penser à autre chose et de se détendre un peu le soir après une grosse journée de boulot. Tu travailles plus qu'avant finalement? Écoute, le télétravail, le fait d'enchaîner les rendez-vous sans transition, parce que tu dis de telle heure à telle heure, j'ai un rendez-vous, et puis dans un fonctionnement normal, tu prends ta voiture ou tu prends le métro, et puis tu as des pauses entre les rendez-vous. Là, tout Tu as besoin s'enchaîne de très vite. respiration.
voilà, oui, j'ai une grosse charge de travail en ce moment. Et de ce que je crois comprendre, tous les gens qui sont en télétravail ont aussi cette impression-là. Voilà, les personnes qui nous regardent peuvent peut-être commenter et partager leur expérience du télétravail. Mais oui, c'est vrai que ça fait une grosse charge de travail. C'est vrai qu'on travaille. Moi, j'ai l'impression qu'on n'arrête pas de travailler du coup. Ouais, Enfin, c'est ça, chacun a son il y a tour. beaucoup moins de pauses, ouais, c'est ça. Il y a beaucoup moins de pauses, donc on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Et on va sortir de là peut-être très fatigué aussi. Est-ce Exactement. que tu as une devise de confinement? Une devise de confinement, non, pas particulièrement. Particulièrement, j'allais dire, si avant c'était métro, boulot, dodo, bah maintenant c'est boulot, boulot, un peu de dodo. Donc voilà, non, le confinement, c'est pour moi synonyme de beaucoup de travail, mais c'est normal et je crois que les élus, les responsables politiques, on se doit encore plus dans ces périodes de crise d'être au rendez-vous et d'être en soutien à tous les Français, à toutes les entreprises, à tous ceux qui sont en difficulté parce que cette crise, c'est évidemment des difficultés pour tout le monde et un changement de vie. Donc voilà, on doit être au rendez-vous. Comment, J'essaie de l'être en tout cas. comment ça s'est passé ta nomination de monsieur Confinement? Écoute, c'est une organisation propre à La République En Marche à l'Assemblée. Je suis en binôme avec une collègue qui est députée de Seine-et-Marne, Michel Perron, qui, elle, s'occupe du volet sanitaire et on est tous les deux en charge de faire l'interface justement entre le gouvernement, les parlementaires. On est 300 députés au sein de La République En Marche et puis avec, pour ma part, les acteurs économiques, pour sa part, elle, les acteurs en charge de la santé et de l'éducation. C'est comme ça qu'on a fonctionné jusqu'à présent. Alors, en un mot, qu'est-ce qui te manque le plus? C'est la chose là qui te manque par rapport à la vie d'avant. Et puis après, on va parler Euh, de la première chose, c'est ma famille. Moi, je suis très famille. J'ai ma famille qui vit entre une partie de la famille qui est à Toulouse et une autre partie qui est en Espagne. Et je t'avoue que l'absence de la famille pèse après 2 mois de confinement parce qu'on a l'habitude de se retrouver assez régulièrement. Et donc, ça fait partie de mon équilibre de vie que j'ai beaucoup moins pendant le confinement. Même si les grands-mères se mettent aussi à la visio, oui. les parents et puis les bébés aussi, pareil, au final, c'est vraiment pas pareil. Et donc, une des choses dont j'ai hâte avec le déconfinement, c'est de pouvoir les retrouver, de pouvoir passer des moments en famille. Alors, on va parler maintenant un petit peu de ta proposition de loi. L'agenda est décalé, j'imagine. C'est quoi le timing? Alors pour l'instant, c'est très difficile d'avoir une visibilité sur le timing parce qu'on est encore à la fois dans les mesures d'urgence et la préparation du plan de déconfinement dont les grandes lignes ont été présentées par le Premier ministre. Cette période, donc c'est un peu l'inconnu. Moi, je continue à mener mes consultations sur cette proposition de loi que j'avais présentée en janvier à l'Assemblée et qui devait débuter son examen au mois de mai. Mais en fait, l'ensemble des travaux à l'Assemblée aujourd'hui sont suspendus et vont être décalés. Et pour l'instant, je me consacre vraiment à toutes les mesures relatives à l'économie et aux entreprises et aux différents plans de relance dans les différents secteurs de notre économie. Donc, j'espère que l'on pourra inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée cette année cette proposition de loi. Elle avait fait l'objet de beaucoup de discussions, d'échanges et je crois été saluée par beaucoup d'acteurs et était synonyme de progrès pour les Français. Donc j'ai à cœur de continuer à la défendre et j'espère que ça pourra se faire cette année, mais évidemment ça passera après toutes les mesures d'urgence et de relance qu'on est en train de travailler. Et pourtant, pendant ce confinement, les rapports locatifs se sont tendus. Il y a eu d'abord cette annonce d'Emmanuel Macron qui a été mal interprétée sur les loyers. On a eu beaucoup de coups de fil, de mails d'internautes disant mais alors on peut ne pas payer son loyer parce qu'on est en difficulté. On disait ben non, mais non. Et puis après il y a eu les précisions et puis les mesures, le train de mesures pour soulager les artisans, les TPE qui ont des difficultés. Et c'est des notions qui sont mal comprises.
Tu peux nous faire un petit topo, nous expliquer où on en est concrètement? Oui, en fait, quand Emmanuel Macron s'est exprimé, il s'est exprimé au sujet des petites entreprises et des baux commerciaux et pas des baux d'habitation. Et je veux, si jamais il y avait encore un doute, clarifier ce point. L'idée, c'est que en fait, toutes les entreprises en difficulté, et notamment celles qui bénéficient du fonds de solidarité, le fonds de solidarité, c'est une aide d'urgence qui a été mise en place par l'État qui va jusqu'à 1 500 euros pour les TPE de moins de 10 salariés et aussi les indépendants qui ont eu une baisse de chiffre d'affaires de 50%. Ces entreprises, j'allais dire, ont le droit de suspendre le versement de leurs loyers commerciaux. Et il y a des discussions en ce moment entre les foncières, les bailleurs, les associations de commerçants pour trouver des solutions, et notamment pour les commerces qui ont été contraints de fermer pendant le confinement et qui ont toujours cette charge du loyer qui pèse sur leur trésorerie. Et Donc, Mickaël, quand on dit suspendre, ça veut dire décaler ou annuler? alors, ça dépend. Ça dépend. Dans un premier temps, c'est suspension des loyers. Mais par exemple, on a des foncières qui ont accepté pour les TPE de moins de 10 salariés d'annuler complètement les loyers pour une durée de 3 mois, en fait, pendant la période de fermeture des commerces. Donc, c'est encore des choses qui sont en discussion. Mais j'insiste bien, c'est sur les baux commerciaux et pas les baux d'habitation. C'est-à-dire qu'un locataire dans son appartement, dans sa maison, doit continue à verser son loyer au propriétaire. Si jamais il devait y avoir des difficultés, d'abord, moi, ce que je recommande, c'est de se parler, c'est-à-dire qu'il est possible que dans cette situation où certains basculent vers le chômage partiel ou vers le chômage plein, j'allais dire, et donc perdent leur emploi. Il y a des Français qui ont perdu leur emploi pendant cette période. Il faut pouvoir se retourner. Donc d'abord se parler. S'il y a des questions d'ordre juridique, s'appuyer sur les ADIL, les agences départementales pour l'information sur le logement, qui sont pour moi la ressource majeure et vraiment sur lesquelles l'ensemble des Français doivent s'appuyer, parce que ce sont des juristes en fait, qui délivrent une information totalement neutre et gratuite. Donc, que vous soyez propriétaire ou locataire, si vous avez des difficultés relatives au logement, au sens large, vous pouvez passer par les ADIL et leurs coordonnées sont sur Internet et on peut les trouver facilement sur Internet. Voilà. Donc, Et l'idée, c'est je que… suis restaurateur, j'ai un problème, je vais voir la DIL. On a des messages comme ça de gens qui sont vraiment pris à la gorge et contre des bailleurs privés. Alors certains sont conciliants, mais pas tous. Bien sûr, bien sûr. L'idée, c'est vraiment de pouvoir trouver des solutions. Si jamais il y en a certains qui sont en difficulté, il y a des aides supplémentaires qui sont attribuées notamment aux allocataires des APL. Il y a le fonds de solidarité sur le logement qui permet aussi de prendre en charge des loyers des locataires qui seraient très en difficulté. L'idée, c'est vraiment que cette période de crise ne mette pas plus en difficulté, j'allais dire, des locataires ou des propriétaires. Et c'est bien le message que je portais et que je continue à porter avec ma proposition de loi, c'est que moi, je veux réconcilier les deux. Voilà. Je ne veux pas que cette période de crise, elle soit synonyme de nouvelles tensions. On a besoin en France de rétablir la confiance pour que le marché du logement soit plus fluide. Là, aujourd'hui, évidemment, c'est beaucoup posé la question des déménagements. Là aussi, si les personnes qui nous écoutent ont des projets de déménagement pendant le confinement, il est toujours possible de déménager tout en prenant les mesures nécessaires pour se protéger et puis protéger les autres. C'est toujours ça le mot d'ordre. Mais vous pouvez continuer à déménager pendant la période de confinement ou faire des états des lieux d'entrée et de sortie. Tout ça, c'est toujours possible. Mais voilà, pensez à vous protéger et pensez à respecter toutes les mesures de sécurité sanitaire. Et quand est-ce que les déménagements redeviendront complètement fluides? Ben, la fluidité, elle dépend, la fluidité, elle dépend beaucoup notamment des prestataires et des métiers, des entreprises de déménagement qui, pour certaines, ont repris, d'autres sont encore à l'arrêt. Donc, j'allais dire, avec le déconfinement, les choses devraient revenir plutôt à la normale. Mais quoi qu'il en soit, dès maintenant, les locataires et propriétaires peuvent organiser des déménagements sans aucun problème.
Autre sujet de préoccupation qu'on a vu monter ces dernières semaines, c'est les violences conjugales Ouais. et qui se passent aussi à la maison. Est-ce qu'il y a, comment on fait quand on a écho de problèmes ou quand on est victime? Il y a un numéro spécial, il y a un dispositif spécial pendant cette période difficile ou c'est des choses habituelles? Oui, alors il y a plusieurs numéros que les Français doivent connaître. Pour les femmes victimes de violences, le 3919. C'est un numéro que l'ensemble des personnes peuvent appeler, que ce soit les victimes, mais aussi les témoins. Et là-dessus, je veux vraiment appuyer euh, le message. Moi, je suis membre de la délégation aux droits des femmes à l'Assemblée. C'est un sujet sur lequel je m'implique beaucoup. Pendant cette période de confinement, il ne faut pas hésiter enfin, faut pas fermer les yeux, il ne faut pas fermer les oreilles non plus parfois, parce que quand on est voisin, on peut entendre des choses dans le voisinage. Il s'agit pas de dénoncer, mais de protéger des personnes. Et en l'occurrence, c'est plutôt les femmes qui sont victimes de ces violences au sein des couples, et les enfants aussi. Et je veux vraiment insister là-dessus. Le 119 est un numéro aussi pour les enfants qui sont maltraités. Si vous avez connaissance de situations comme ça, si vous soupçonnez des situations comme ça, n'attendez pas que le pire arrive et agissez, vraiment agissez. On est tous acteurs de la lutte contre les violences conjugales et intrafamiliales. Donc vraiment, merci Ariane de me donner la possibilité d'en parler. Et 3919 pour les victimes de violences sexistes et sexuelles, 119 pour les enfants maltraités. Il y a aussi une plateforme sur Internet où des policiers et des gendarmes vous répondent en temps réel. Et je les ai visités, ces plateformes. Et je peux vous dire qu'il y a des gendarmes et des policiers qui sont formés, et y compris pour les témoins. Voilà. Si vous êtes victime, vous pouvez parler. Si vous êtes témoin, vous pouvez parler. C'est très important. Merci, Michael. Alors, on a une Pascal Gincel qui nous dit: j'ai beaucoup de questions sur les déménagements. Bon, bah alors, Pascal, vous pouvez nous poser vos questions et puis on essaiera d'y répondre. Michael, d'un point de vue global, quelle est ton analyse sur la situation? Comment est-ce qu'on en est arrivé là, selon toi? Écoute, d'abord ce virus, comme je disais plus tôt, personne ne s'attendait à ce que ça provoque un tel arrêt de nos sociétés en réalité, puisque même en temps de guerre, on n'a pas été confiné comme on l'est aujourd'hui, chacun chez soi. Donc c'est un bouleversement et c'est loin de nos habitudes, hein. Je crois qu'on a tous l'habitude de sortir pour travailler. Enfin, simplement, la vie en société, c'est aussi sortir de chez soi. Là, on est contraint par ce virus qui est invisible, dont on ne connaît pas tout. Et là, je veux vraiment faire un point sur le fait que j'entends la frustration des Français qui nous disent, vous les politiques, donnez-nous des informations claires et dites-nous clairement ce qui va se passer dans les prochains mois. La difficulté que l'on a, c'est que ce virus, y compris les experts scientifiques, ne savent pas forcément, ne connaissent pas tout de, de ce virus et de son évolution. Donc c'est difficile pour nous politiques de donner, euh, de donner aux Français la situation dans 3 mois. Personne, vraiment personne, n'est capable de dire aujourd'hui dans quelle situation sanitaire on sera dans 3 mois. C'est juste impossible en fait. Donc on est obligé d'adapter. D'où le fait que, au départ, le président de la République avait annoncé un confinement pour 15 jours. Et puis après, ce confinement a été étendu. Aujourd'hui, on a fixé la date du 11 mai, mais le Premier ministre l'a rappelé, c'est sous condition que l'ensemble des Français respectent bien jusqu'au 11 mai le confinement. Parce que si on voit qu'il y a une nouvelle augmentation des cas et une rechute, j'allais dire, au sein de la population, et dans ces cas-là, il faudra prendre de nouvelles mesures de confinement. Et derrière, il est possible qu'on ait une deuxième vague de ce virus si toutes les mesures de sécurité sanitaire qui sont recommandées ne sont pas suivies. C'est pour ça que j'appelle vraiment tout le monde à respecter ces mesures, que ce soit à la maison, au supermarché, au travail si on doit se rendre sur son lieu de travail. Il y a d'ailleurs beaucoup de fiches de bonnes pratiques qui ont été éditées, que ce soit dans le secteur du bâtiment, pour les métiers de caisse. On a même une fiche pour les centres équestres ou d'autres types de... les salariés, les employés dans les entrepôts logistiques ont leur fiche de bonnes pratiques, parce que l'idée, c'est que à la fois les entreprises comme les salariés soient protégés.
Les agences immobilières, elles vont rouvrir le 11. Comment ça va se passer? Oui, alors les agences immobilières n'étaient pas contraintes de fermer. D'ailleurs, certaines n'accueillent plus du public, mais travaillent en leur sein. Elles vont pouvoir réouvrir, mais là aussi, toujours sur la base des mesures de sécurité sanitaire. Et donc, moi, j'incite vraiment l'ensemble des professionnels à reprendre l'activité. Je crois que beaucoup de projets immobiliers ont été mis en pause, que ce soit des projets d'acquisition, d'investissement locatif pendant la période de confinement. Mais c'est important que ça puisse reprendre. On a besoin du secteur de l'immobilier, du logement et de la construction dans notre pays. C'est des moteurs de notre économie. Donc voilà, j'encourage l'ensemble des personnes qui sont dans ce secteur à reprendre leur activité et à poursuivre leurs projets. Alors, une question sur le chat. À compter du 11 mai, un locataire confiné à plus de 100 km de son domicile pourra-t-il revenir pour réaliser son état des lieux ou son déménagement en toute légalité? Alors là, toutes les questions Ah, relatives à la règle des 100 km, elles doivent être précisées par le Premier ministre. Euh, Aujourd'hui, ce qui a été dit, en fait, c'est que donc on pourra se déplacer dans les 100 km alentours sans justificatif, sans attestation dérogatoire. Et dans le cas où on souhaite aller plus loin que ces 100 km, il faut une attestation et il faut que ce soit pour un motif professionnel ou un motif familial impérieux. Voilà, c'est c'est pour quoi l'instant un motif familial impérieux? un motif familial impérieux, c'est par exemple, je ne sais pas, mais deux parents qui sont séparés, la garde de l'enfant est partagée, il faut pouvoir se transmettre l'enfant. Et donc, dans ces cas-là, on comprend qu'il faille se déplacer. Si malheureusement, quelqu'un dans votre entourage a un accident, tombe malade ou malheureusement que vous avez un décès, vous pourrez évidemment vous déplacer dans ce type de situation. À mon sens, et c'est aussi les messages que moi j'ai fait passer au gouvernement, c'est de dire il faut fluidifier un maximum les choses. Pourquoi on a mis en place l'idée derrière cette limite des 100 km? C'est en fait on veut éviter de brasser les populations. Vous savez que entre les régions, on n'a pas du tout le même niveau de contamination aujourd'hui, pas le même niveau d'hospitalisation. La région Île-de-France et la région Grand Est sont les régions les plus frappées. Mais si vous prenez ma région, l'Occitanie ou la Nouvelle-Aquitaine, on a beaucoup moins de prévalence de la maladie au sein de la population. Donc l'idée, c'est pas de faire en sorte que dans une région où il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes du virus, contaminent, j'allais dire, et propagent le virus. Donc d'abord, le sens de la mesure pour que les Français nous suivent bien là-dessus, c'est celle-là. Maintenant, je pars du principe que la fin d'une location, un déménagement qui était par ailleurs prévu déjà avant le confinement, doivent pouvoir se tenir, y compris au-delà de 100 km. Donc tout ça sera clarifié dans les prochains jours. Et en tout cas, moi, je souhaite qu'on puisse élargir, j'allais dire, à tous les motifs de bonne foi les déplacements au-delà de 100 km. Est-ce que toi, tu as chiffré le coût de la situation pour les professions immobilières? Alors non, je n'ai pas de chiffres pour l'ensemble de la profession immobilière. Ce que je peux vous dire, c'est que l'État s'est engagé déjà à hauteur de 110 milliards d'euros à travers l'ensemble des dispositifs dont les professionnels de l'immobilier qu'ils peuvent utiliser, que ce soit le chômage partiel. Le chômage partiel, c'est 25 milliards d'euros parce qu'on calcule en fait sur une période de 12 semaines et on a fléché ce budget pour l'ensemble des personnes en chômage partiel. C'est aujourd'hui plus de 11 millions de salariés dans notre pays dont le salaire est payé à hauteur de 84% de leur salaire net par l'État. Donc, c'est l'État qui paye directement aux entreprises. On a le fonds de solidarité que j'évoquais tout à l'heure et qui concerne, je le sais, beaucoup d'acteurs dans ce secteur qui sont des entreprises de moins de 10 salariés ou des indépendants. Ce fonds de solidarité, il va se poursuivre le temps nécessaire et le temps de la sortie de crise. Et puis après, il y a des prêts garantis par l'État. Alors là, ce sont des prêts qui sont garantis à hauteur de 90% par l'État.
et qui permettent notamment pour les entreprises de faire face à des besoins de trésorerie et qui sont accordés par les banques habituelles. Voilà. Donc ça, tout ça représente un effort colossal de l'État et vient aider aussi les professionnels de l'immobilier. Sur le terrain, l'accord de ce prêt, parfois, il traîne en longueur. On a aussi des échos de gens d'entrepreneurs qui disent, ben voilà, moi j'ai fait la demande à ma banque, ça fait 3 semaines, ça fait un mois, j'ai pas de retour. Il y a un médiateur, il y a quelqu'un à contacter. Qu'est-ce qu'on fait quand on est dans ce cas-là? Oui, alors il faut savoir que les conditions pour accéder à ces prêts ont évolué, y compris dans les dernières semaines. Par exemple, moi j'ai été alerté par pas mal d'entreprises qui ont eu par le passé des plans de continuation, qui ont été en redressement, qui ont connu des difficultés. Je veux être clair avec tout le monde. L'ensemble des dispositifs aujourd'hui sont accessibles, y compris aux entreprises qui ont eu des difficultés ou qui sont en redressement judiciaire en ce moment. D'autant que ces prêts, je l'ai dit, sont garantis par l'État. C'est l'État en fait qui porte la majorité du risque si jamais une entreprise devait faire défaut. Donc, j'encourage les entreprises à regarder la foire aux questions du ministère de l'économie sur le sujet des prêts garantis par l'État. Il y a toutes les conditions et toutes les personnes éligibles. Si jamais les entreprises n'avaient pas de réponse de la part de leur banque ou se voyaient opposer un refus alors qu'ils, j'allais dire, remplissent toutes les conditions, ils peuvent s'adresser au médiateur du crédit. Le médiateur du crédit, il est placé auprès de la Banque de France et il permet justement de pouvoir traiter des dossiers qui ont été écartés, parfois pour des bonnes raisons, parfois pour des mauvaises raisons, par les banques. Il a été question à une époque, je ne sais pas où ça en est, que la BPI distribue aussi ses prêts directement. Alors, il va y avoir, en fait, on adapte aussi les solutions au fur et à mesure de la crise et de son évolution. Là, aujourd'hui, il y a 300 milliards d'euros qui ont été fléchés en prêts de garantie par l'État. Il va aussi y avoir 500 millions d'euros d'avances remboursables. Et donc là, c'est directement par l'État, par l'éco-défi, pour rentrer dans les détails, en fait, par les directions départementales des finances publiques qui vont instruire les dossiers. Et ce sera la BPI qui distribuera ces avances remboursables. Voilà. Donc, au final, les entreprises auront une palette d'outils encore plus importante pour couvrir leurs besoins en financement, pour avoir des subventions, j'allais dire, directes et faire face à des pertes de revenus. Et on sera là, comme le président l'a dit, quoi qu'il en coûte, on sera là pour soutenir l'ensemble des Français, des particuliers, des entreprises. Et alors, tout ça, après, les Français vont devoir payer tous ces dispositifs. Ben, on ne sait pas trop comment, mais forcément, ça va alourdir sans doute la fiscalité. Comment tu vois ça? Ben, c'est certain que la situation actuelle et les dépenses creusent la dette et le déficit. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais ce matin, l'INSEE a sorti les chiffres du PIB pour le premier trimestre. La France accuse une baisse de 6% de son PIB au premier trimestre. Et le premier trimestre, rappelez-vous, le confinement a commencé à la mi-mars. Donc, en fait, il ne compte que 2 semaines de confinement. Voilà, donc ça veut dire que cette baisse pourrait être plus importante sur le deuxième trimestre que l'on va connaître. Et donc, derrière, ce sera des mécanismes de financement européens qui permettront de traverser cette crise parce que ce qu'on vit, nous, la France, c'est évidemment partagé par nos voisins européens et par le monde entier. Donc, il y aura des mécanismes pour faire face. Et je veux rassurer tout le monde, l'idée, ce n'est pas de financer le coût d'aujourd'hui par des augmentations d'impôts. Au contraire, on va, je pense, alléger une partie de la fiscalité pour notamment la reprise économique, parce qu'on ne pourra pas fonctionner et faire repartir notre économie avec la même fiscalité qu'on avait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, il y a eu beaucoup de mesures pour soutenir les entreprises, pour relancer la croissance, le pouvoir d'achat, les particuliers. Il y a un train de mesures en préparation. Oui, c'est ça. Alors aujourd'hui, on est sur vraiment le plan de déconfinement. Il y aura la semaine prochaine à l'Assemblée un projet de loi qui vise à poursuivre l'état d'urgence sanitaire
parce qu'aujourd'hui, c'était la mesure qui avait été votée au mois de mars, mais ce qu'on avait voté dans la loi, c'est que l'état d'urgence sanitaire se terminait le 23 mai. Et donc, on va le poursuivre certainement pour 2 mois supplémentaires. Et puis, j'allais dire, le déconfinement à partir du 11 mai va nous permettre de voir comment chaque secteur de l'économie rebondit après cette période très, très particulière. Et on commence déjà à travailler sur les plans de relance dans chaque secteur. Par exemple, sur le tourisme, il y a un comité interministériel du tourisme qui se réunira le 14 mai, où de nouvelles mesures seront annoncées pour ce secteur en particulier. Mais moi, je travaille par exemple avec Airbus et avec l'ensemble des acteurs de l'aérien, avec Air France aussi. L'État est en soutien d'Air France et l'ensemble de ses fleurons industriels. Et c'est plutôt au mois de septembre qu'on aura des plans de relance à proprement parler pour chaque secteur de l'économie. En attendant, et d'ici là, ce sera le plan de déconfinement et des plans de sauvegarde pour justement aider toujours un maximum d'entreprises à traverser ce moment. Et puis donc le chômage partiel qui continue. J'entendais tout à l'heure que les parents qui ne mettraient pas leurs enfants à l'école, il y avait ce chômage, ne pourraient pas toucher ce chômage partiel. Euh, Non. la semaine D'abord, prochaine. je veux rappeler que 11 millions, je veux que tout le monde se rende compte de l'effort de l'État en ce moment. On a plus d'11 millions de salariés dans le secteur privé dont le salaire est payé aujourd'hui par l'État à hauteur de 84%. Les entreprises peuvent compléter pour arriver à 100%. Si elles le font, d'ailleurs, c'est défiscalisé. Mais vraiment, c'est un effort financier qui est colossal. À partir du moment où l'activité reprend et où chacun a la possibilité de sortir de chez soi et de reprendre le travail, il nous faut adapter ces mesures pour les cibler, j'allais dire, sur les secteurs qui sont les plus en difficulté et les secteurs qui, eux, vont devoir rester fermés. Par exemple, les cafés, hôtels, restaurants vont rester fermés sur toute la partie restauration. Le chômage partiel pour ces entreprises doit se poursuivre dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Maintenant, si les parents ont la possibilité, en effet, de mettre leurs enfants à l'école, puisqu'on est en train de travailler sur un protocole sanitaire, là aussi, pour protéger les enseignants, les parents, les élèves dans toutes les écoles de notre pays, il y aura des mesures et des ajustements sur le chômage partiel. Et quoi qu'il en soit, il n'y aura pas de rupture brutale non plus. Tout ça sera accompagné et sera clarifié pour les prochaines semaines. Alors, Bruno Le Maire fait souvent allusion à la crise de 29 comme comparaison, parce qu'elle est quand même assez anxiogène. Ça veut dire chômage, évidemment. Pour refocuser sur l'immobilier, comment est-ce que tu vois la suite? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact, tout ça, sur les prix, sur les loyers, selon toi? Écoute, là aussi, on vit tellement une période vraiment jamais vue. Il y a aucune crise comparable. La crise de 29 n'est pas comparable. La crise de 2008 ne l'est pas. Euh, les guerres mondiales qu'on a connues étaient des conflits de notre ordre aussi. Euh, à mon avis, moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, mais je crois que l'immobilier reste un sujet important pour les Français parce que derrière l'immobilier, c'est des projets de vie, c'est son logement, c'est son intimité. Et donc, que l'on ait un projet d'investissement locatif, que l'on souhaite acquérir sa résidence principale, tout ça, c'est des choses qui restent importantes pour chacun. Et, euh, et donc, je crois que l'intérêt pour les Français pour l'immobilier, il sera toujours au rendez-vous. Maintenant, on va se poser la question de la solvabilité des ménages, c'est-à-dire comment je vais accéder à des prêts bancaires pour financer un nouveau projet immobilier. Est-ce que les banques joueront le jeu aussi? Et ça, il nous faudra, nous, responsables politiques, être vigilants et travailler avec les acteurs de la banque pour s'assurer que oui, les crédits immobiliers, les prêts immobiliers puissent être accordés toujours à des tarifs attractifs. C'était le cas avant la crise et on avait, j'allais dire, depuis une bonne année, on avait un regain de l'investissement dans l'immobilier grâce à des taux qui étaient très bas. Normalement, le financement des banques via aussi des mécanismes européens
doit permettre de garder des taux bas. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que tous les projets immobiliers qui ont été suspendus puissent redémarrer dès le déconfinement. Après, évidemment, vous avez le sujet du pouvoir d'achat. Il faudra voir aussi dans quelle mesure le confinement a soit empiété, j'allais dire, sur le pouvoir d'achat, parce que quand vous percevez 84% du salaire, de votre salaire habituel, c'est évidemment pas 100%. Et en même temps, on sait aujourd'hui que pendant cette période de confinement, ça a généré 55 milliards d'épargne nouvelle des Français. Donc, je pense qu'il y aura peut-être une baisse, d'ailleurs peut-être un peu plus importante dans les zones détendues, où l'offre est beaucoup plus importante que la demande. Mais dans les grandes villes, à Paris ou dans les grandes métropoles, on a un marché du logement et de l'immobilier qui est très tendu, avec beaucoup plus de demandes que d'offres. Et cette règle va continuer, j'allais dire, à s'appliquer. À mon sens, c'est de nature à plutôt préserver l'équilibre dans les prix. Voilà. Après, bon, évidemment, hein, cette période va re-questionner l'ensemble des priorités de chacun et c'est difficile de se projeter pour savoir comment les uns et les autres vont vivre ce post-confinement. Voilà. Merci beaucoup, Michael. Alors, avant-dernière question, c'est quoi être sweet? Être sweet, alors être sweet, pour moi, c'est manger un peu trop de chocolat, un peu trop de sucre. C'est ça pendant le confinement, c'est un peu moins d'activité physique que d'habitude et un peu plus de gourmandise et de grignotage, je l'avoue. Est-ce que tu cuisines d'ailleurs? Tiens. Ouais, je cuisine un peu, Ouais. je me suis mis un peu à la pâtisserie. D'ailleurs, si les gens me suivent sur les réseaux sociaux, ils peuvent découvrir mes petits plats. J'ai notamment fait des cannelés qui étaient très bons. Et donc, oui, j'aime bien cuisiner. J'aime bien cuisiner et je profite du confinement pour ça. Bon, alors, et on va se quitter en musique. Qu'est-ce que tu écoutes? Qu'est-ce que tu as envie de nous faire partager, de nous faire découvrir? Alors, je vais mettre la musique sur mon ordinateur, une chanson que j'aime bien. Je suis désolé, j'avais pas préparé. Alors, Ah bah alors, oui, non, je suis un mauvais élève. encore un nouveau souci de connexion, c'est que je ne vois pas les commentaires. Mais bon, on Alors, verra. est-ce que tu entends la musique? Je lance la musique. Alors, la musique de Michael Nogal. Tu entends? Non. Tu entends ou pas? Oui, j'ai entendu, on a entendu, on n'entend plus. Alors, parce que j'ai coupé, je laisse 20 secondes et je reprends la parole. D'accord. Suspense. Tell the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Find out what we're made of. When we are called to help our friends in need. Le refrain. You can count on me like 1, 2, 3, I'll be there. Voilà. Ouais, je reconnais, mais je suis incapable de dire ce que c'est. C'est la chanson de Bruno Mars qui s'appelle Count on Me. Voilà. Ah ben voilà. Count on Me parce que voilà, le message que je veux faire passer, c'est que mon rôle d'élu aujourd'hui fait que je suis au service de tous et donc que les gens, que tous les Français peuvent compter sur leurs élus et qu'on se bat au quotidien pour faire en sorte que chacun traverse cette crise dans les moins mauvaises conditions possibles, parce que j'ai bien conscience des difficultés de chacun. Mais donc, voilà, j'invite tout le monde à écouter cette belle chanson, Count on Me. Voilà, donc comptez sur moi. On compte sur toi. Merci beaucoup, Michael Nogal. Merci Et à toi, à Ariane. très bientôt. À très Merci. bientôt. Merci.